attention dans les apparitions, donc, comme je disais au début, de soucoupes, hein, ce qu'on disait soucoupe, et après Oui, d'ovnis. Et oui, voilà, je te vois. Et alors, c'est vrai parce que c'est pas bête ce qu'on m'a écrit, parce que les petits gris, c'est vrai qu'on a commencé réellement à en parler, tu vois, au début des années 90, tu vois, vers là, un peu comme dans les films de science-fiction, et cetera. Et cette certaine forme d'évolution, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Parce que je crois qu'il y a, alors il y a Eric, qui veut peut-être oui. parler. Alors, bon, J'écoute Mike, hein, moi. ah, d'accord, Ah d'accord. bonjour, bonjour Eric, Bon, on m'a on m'a écrit ça, c'est c'est pour ça. mon Bonjour, mentor, bonjour. Salut mon mentor Eric. Eric Esorcher qui est là. Ah ben ça me ferait plaisir si tu veux me dire un petit mot sur toutes ces choses. Vraiment, ça serait vraiment un plaisir si tu peux corroborer un petit peu, puisque c'est comme toi qui a parlé de tout ça il y a très longtemps. Donc, si tu veux dire un petit mot, Eric, avec ce fameux livre, l'exemplaire Ouais. d'origine que j'ai en possession. Alors, bonsoir, Mike. Je ne sais pas si tu Bonsoir. m'entends. Oui, Ah, tu m'entends. j'entends. Oui. D'accord, d'accord. Eh bien, voilà, je te félicite simplement pour cette émission. C'est Oui. pas si facile de prendre tous ces cas et de les mettre un peu en forme et puis de les expliquer, d'en parler. Oui. Disons que c'est ce que racontent les témoins. Et en ufologie, ben, la seule vérité, elle remonte du terrain, c'est-à-dire de l'information donnée par les témoins. Après, il Ouais. faut tenter d'interpréter. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Mhm. C'est le problème qui nous est posé, mais c'est hyper intéressant, donc c'est bien, c'est bien. Voilà. Faut que tu continues. Mais toi aussi, hein, il faut continuer parce que c'est vraiment, tu as un travail euh, vraiment très important en ufologie et tu mérites beaucoup de reconnaissance. Moi, Mmh. Ah, franchement. ça, c'est autre chose, ça, c'est autre chose. Ouais, ouais. Et c'est marrant parce que Jacques Vallée parlait beaucoup de ça à l'époque, justement de tous ces cas-là, parce que je pense que tu as dû être inspiré aussi par Jacques Vallée, justement son approche un peu en 69, hein, avec Passepartout Magonia. Et il a un peu changé un peu de discours. Il ne pense plus peut-être comme avant. Alors, je sais pas ce que tu en penses par rapport à Jacques Vallée, son changement un peu. Oui, oui, Jacques Vallée a Mm, évolué comme tout le ouais, monde. Enfin, moi, ouais, j'ai été influencé par lui comme toute une génération, ça c'est ouais, sûr. J'ai ouais. beaucoup été influencé surtout par Aimé Michel Oui, et les oui. conversations que j'ai pu avoir avec lui, Mhm. qui était vraiment un esprit totalement hors norme, hein. Ouais, Voilà. Mais Jacques Vallée, bien sûr, bien sûr. ouais. Toute une génération dans les années 60-70 a été très influencée par Jacques Vallée, ça c'est certain. Eh Euh, oui, c'est sûr. en plus, bon, il est quand même physicien, il a, disons, une compétence à parler et à réfléchir que l'on voit tout de suite. Donc Oui. c'est intéressant. Et puis ces cas posent vraiment problème. Mhm. Euh, mais c'est ce qui en fait le charme, finalement. Il y a un côté assez charmant. L'ARR3, c'est quelque chose qui doit représenter, je ne sais pas, 0,1 ou 0,2% en ufologie, c'est-à-dire quasiment rien. Et Mhm. pourtant, ces cas fascinent littéralement. C'est une sorte de folklore, hein, finalement, de populaire, à la limite. Complètement. Ouais, On, complètement. on les perçoit de l'extérieur un petit peu comme ça. Euh, mais c'est sûr qu'il y a autre chose derrière. Voilà. Ah oui, c'est surtout que il y a ce phénomène quand même de tromperie tout le temps et même dans les contactés où tout le temps il y a ce phénomène. Alors s'ils sont contactés vraiment, mais il y a toujours ce phénomène de, presque des démons derrière en tout cas du mimétisme par rapport aux témoins, comme, Oui, il y a un pour le cas côté. de Rosa Lotti. Le cas de Rosa Oui, Lotti, oui, elle va à la messe et elle voit ses petits démons, quoi. oui, C'est oui, c'est marrant. c'est un cas d'école. Oui, oui. Je connais Ouais. la région, hein, j'y ai été parce que Oui, par mes origines, je suis originaire de Toscane. tu connais Donc, bien, oui. je connais bien la région. Encore aujourd'hui, c'est une région extrêmement sauvage, hein. Oui, oui. Faut bien voir que Bon, il y c'est a très particulier, hein, l'endroit, Tchénina. bon, il y a les journaux maintenant quand même. Oui, oui, maintenant il y a les journaux. Depuis les années 75 à peu près, il y a les journaux. Et Non, le mais cas ce de qui est ouais, intéressant, c'est ouais, que j'ai enquêté des cas. J'ai dû enquêter une dizaine de R3 en tout, hein. J'ai eu de la chance finalement parce que ce sont des cas très rares. c'est Et vrai. j'ai enquêté des cas qui rentrent bien dans ce moule, effectivement. Le cas de Beau Soleil, Oui,
Très intéressant. Il vient fracturer, si tu veux, une série de cas de la phase d'accroche où tout le monde est à peu près d'accord. Ceux qui s'intéressent à ça, il y en a quelques-uns à l'époque, sont tout à fait d'accord pour dire bon, ben, ce sont des extraterrestres qui viennent pour une raison quelconque sur la Terre et qui ne sont pas très loin de nous en technologie. Et puis voilà. Et puis tout d'un coup, tu as le cas de Beau Soleil. Oui. Et surtout, tu avais un an avant exactement le même cas à Vaux-en-Dieulet, en France, donc en 1950. Et là, c'est une rupture totale parce que tu as un œuf transparent sans aucun système de propulsion. Et l'objet fiche le camp à toute vitesse. Et c'est là que peut-être on devrait commencer à comprendre, en fait ça arrivera bien plus tard, mais on devrait commencer à comprendre que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on nous montre. Voilà. Et le phénomène va toujours évoluer. Il y a un côté histrionique, hein, c'est sûr, au sens de l'acteur de la romantique. Et il y a un côté mimétique, effectivement, aussi, ce qui est tout à fait intéressant. Mais ça a été relevé depuis assez longtemps. Et puis, beaucoup d'ufologues ont noté ce côté spéculaire, hein, c'est-à-dire en miroir par rapport à nous, comme si c'était une sorte de miroir un peu déformé par rapport à nos propres productions. C'est une représentation de nos propres productions, mais d'une manière un petit peu caricaturale, si tu veux. C'est ça. Et je trouve ça très, très intéressant, c'est vrai. Comme le cas de Céret, là, en 1956, avec ces motards, là. Oui. C'est très particulier, quoi. C'est très, très, très particulier, effectivement. C'est très rare, en plus. Hein. C'est assez rare. Pas un cas très connu. C'est pas un cas très connu. Mais parce que justement, il n'entre pas dans le cas OVNI précis. Il n'y a pas de... Là, c'est vraiment autre chose. Il y a des cas de fausses voitures aussi. Oui. De faux trains. De faux trains aussi. Et de faux trains aussi. En fait, nos productions sont généralement mimées. Même nos crashs d'avion sont mimés, en passant, et dès le début. Puisque 46, la vague fusée. De fusée, tu as des tonnes de crash de rien, comme on dit aujourd'hui. Oui, on n'a rien retrouvé dans les lacs. Et on ne retrouve jamais rien. On retrouve jamais rien. Et cette phase de 1897 aussi, bien sûr. Là, c'est un cas tous ces cas-là, bien sûr. Oui, et je peux te dire qu'il y a des cas également pendant la Première Guerre mondiale qu'on ne connaît pas, où l'aspect mimétique est vraiment criant, quoi. Ça te pose des problèmes, mais quasiment insolubles. Et c'est comme ça depuis le début. Et donc, il faut vraiment réfléchir à cet aspect, bien sûr. Complètement. C'est très complexe, en fait. Et comme disait Michel, je suis un de ceux qui sait le mieux sur le phénomène OVNI, mais mon savoir tient sur un timbre-poste. Plus on a des questions tout le temps. C'est que voilà, ce cas d'Abiat Guazzone, là, qu'on peut voir, incroyable. Mais sidérurgiste. Oui. Abiat et Guazzone, c'est un gros cas italien. Il y a une dizaine de gros cas en Italie. Et celui-là, c'est vraiment avec Rosalotti, c'est vraiment deux gros cas qui ont laissé des traces. Hein. Rosalotti, il y avait une trace. Hein. J'ai lu dernièrement une étude là-dessus. Il y avait bien une trace qui a été piétinée par les gens dans la journée, parce que ça, on en parle rarement. Et il y a des témoins multiples. Il y a 2 enfants qui ont assisté de loin à la scène et au départ de l'objet. Et tu as presque une dizaine de personnes qui ont vu l'objet partir dans le ciel quand même. Donc, c'est pas mal. C'est pour ça que c'est un cas assez lourd, hein, quand même. Oui, parce qu'il y a des témoins multiples, effectivement, des enfants. C'est ça. Plus loin, qui ont vu la scène. Et puis, il y a des gens qui travaillaient dans leur serre tôt le matin et qui ont vu l'objet décoller, se mettre à l'horizontale et filer à toute vitesse. Donc, c'est un cas assez lourd quand même, oui, aux alotes, oui. Et il y a un peu de tout dedans. Ce qui est intéressant aussi, c'est Chaboy et Maurice Mas qui, après, ont été contactés par soi-disant les Scandinaves ou les Men in Black ou autre chose, où ils sont menacés, quoi. Ça, aussi, c'est quelque chose dont on ne parle pas trop. Non, les témoins n'aiment pas parler de ça. C'est pas une généralité non plus. Hein. C'est sûr. Mais ça arrive. Non, c'est quelques cas. Le cas de Trainal, pour ceux qui connaissent, le cas de Trainal, il semble que les témoins quand même ça a été jusqu'à prendre le t-shirt du témoin qui avait été plus ou moins irradié, quoi. Donc ça arrive de temps en temps, c'est vrai. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est suivant les régions, par exemple en Amérique du Sud, le phénomène est beaucoup plus agressif, en rapport avec un peu la personnalité des gens. Je pense par exemple au cas
en 1954. J'ai trop de mémoire sur le nom. Mais ce sont des petits êtres noirs, en fait, qu'on voit dans celui d'ailleurs, la BD, là. Oui, Donc, ils sont très agressifs, quoi. Beaucoup plus oui, il ressemble un agressifs. peu à des petits singes C'est extrêmement ça, agressifs. Oui, oui. un petit singe. Ouais. Et il y a même un cas où le témoin aurait été touché par un rayon et Exactement. serait décédé. Ouais. Alors bon, c'est un cas, hein, c'est une exception qui confirme la règle, mais ça vient comme par hasard du Brésil ou de l'Amérique latine, oui, où il faut avoir un peu bourlingué là-bas pour savoir à quel point le climat est particulier. Ouais. Et les cas aussi des Villers avec ou de Arc-Soucisson, avec les sauterelles, tout ça, c'est très, très vraiment particulier, quoi. Oui, C'est c'est des vraiment cas très intéressant, dont tu avais parlé aussi à l'époque. Cussac, Les cas de Cussac aussi. Cussac aussi. Ouais. Et l'autre cas, là, bon, c'est des cas qui ont été enquêtés par Jean Tirode et ça a une signification pour moi parce que j'ai rencontré Jean Tirode. Je suis allé le voir Oui, ah d'accord. quelques mois avant son décès. Mhm. Et c'est quand même quelqu'un qui avait fait 500 enquêtes, Jean Tirode. Ouais. C'était un monstre sacré dans son domaine. Ah oui, oui, oui. Ouais. Alors bon, il y avait pas que des cas d'ovnis hein, dans ses enquêtes, mais et Villers, c'est lui, un de ses enfants a été impliqué à Villers. Ouais. Ouais. Bon, tu as Arc-Soucisson aussi. Arc-Saucisson, qui est Voilà. 67, si j'ai bonne mémoire. Oui, oui, oui. Ouais. Et c'est intéressant de savoir que Julien Gonzalez a fait une contre-enquête assez récente sur le cas. Il a retrouvé la petite fille qui est devenue une femme, évidemment, depuis. Ah Une femme. d'accord. Et elle se souvient très bien hein, de ce petit personnage tout noir qui parlait une sorte de sonorité qui ressemblait à du chinois, dit-elle Ouais, encore. ouais. Donc, c'est pas un cas, on a essayé de le dévaloriser, ce cas, mais il s'est bien passé quelque chose. Et la grange avait brûlé aussi dans ce cas-là, après, comme dans la légende un peu des C'est dans lutins, le cas quoi. du Sauterets, des Villers. C'est les sauterelles, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est là ouais, que la grange a brûlé. Et il y avait un chien avec un chien oui, gigantesque qui a ouais, laissé c'est des ça. traces dans la boue. Ouais, c'est ça. Et dont Jean Tirode avait les photos, Mhm. en plus. Ouais. Et ce cas très absurde de 54 aussi dans les Vosges, où le témoin, en fait, est face à un pilote, lui demande où est Ah oui, la Russie, et il lui demande l'heure, et il dit non, non, vous mentez, il est 4 heures. Enfin, c'est oui, oui. une festival d'absurdité, quoi. On rejoint certains cas Ouais, anciens ouais. de ce point de vue-là. On est en pleine absurdité, oui. C'est toujours ce côté un petit peu mimétique, un peu caricatural qui réapparaît. Il est possible que cette intelligence utilise le biais de nos structures mentales pour se produire aussi. Elle puise là-dedans et donc elle puiserait dans l'inconscient aussi parce que tout ça a quand même des relents d'inconscient. Hein. Oui. J'en discutais dernièrement avec un psychologue qui s'intéresse à ça. Il me disait, mais très, très, très souvent, je remarque des traces ou des choses que j'entends et qui relèvent de l'inconscient. Donc, il est possible que la conscience qui soit à l'origine de ça puise ces informations dans notre propre conscience, mais sur un plan total. Oui. Voilà. Ce qui expliquerait en partie certaines choses. Mais comme des phases, bon. des fois, de dirigeables, où parfois il y avait un vrai dirigeable qui se trouvait dans la Oui, région. oui, c'est arrivé. Voilà. Ouais. Effectivement, récemment. Enfin, Mais plus récemment. récemment, Oui, enfin, dans oui, les années 50. récemment, oui. Et il y a même Récemment. un cas dans les années 1900, alors je crois que de mémoire, ça doit être juste avant la Première Guerre mondiale, Ouais. où le témoin, en rentrant le soir tard, parce qu'il travaillait, c'était un métier de bouche, il travaillait très tard, il rentre dans un terrain vague en Allemagne, hein, et il voit une sorte de zeppelin. Or, le zeppelin était déjà connu à l'époque, donc il pense que c'est un zeppelin, mais ce zeppelin est bizarre, il est tout illuminé. Et tout d'un coup, il voit de tout petits êtres, un peu comme AMR, qui rentrent en courant dans le Zeppelin et le Zeppelin il part à toute vitesse. Là, on est encore une fois en plein dans un cas en effet miroir, hein, mimétique, donc par rapport à nos propres productions. Oui, il y a des choses comme ça. Il y a pire. Hein. Pendant la Première Guerre mondiale, j'ai trouvé un cas qui était pire que ça encore, qui était vraiment. Lequel? Il n'est pas très connu. C'est un cas d'une petite île en Angleterre en 1916. Où le témoin a vu, et pendant longtemps en plus, hein, à midi, en plein jour, elle a vu un objet arriver plat avec des gens qui étaient dessus en uniforme un petit peu, on va dire, en bleu horizon de l'armée française, mais pas avec des calots de l'armée française. Et l'objet planait comme ça et il est parti tout d'un coup à toute vitesse.
Euh, alors là, le cas, il est enfin, sauf pur mimétisme, il est indécodable. On ne peut pas le réduire non plus. J'ai tenté, parce qu'étant historien, j'ai pas mal travaillé sur les 2 guerres mondiales, donc je connais l'histoire des Zeppelins et compagnie. La région a été attaquée par des Zeppelins, mais évidemment, les Allemands n'ont jamais disposé d'un appareil pareil. Parce qu'ils utilisaient les dirigeables à l'époque pour bombarder. Pendant la Première Guerre mondiale, effectivement. C'est ça. Donc c'était synonyme de danger. C'était synonyme de danger pour le témoin, comme pour 46 finalement en Suède. C'était le danger. C'est ça. D'autant plus qu'ils balançaient de nuit au hasard, au-dessus de la couche nuageuse la plupart du temps. Alors effectivement, ils avaient fait une espèce de petit appareil, un obus. Ça ressemble à un obus vitré où ils descendaient avec un treuil en dessous de la couche nuageuse, l'obus avec un observateur dedans, relié par téléphone quand même pour l'époque, pas mal, et ils donnaient des indications. Et à partir de là, ils pouvaient envoyer leurs 3-4 bombes, ils remontaient le gars et ils fichaient le camp. Mais jamais ils ont eu, comment cela se pourrait-il, on n'a pas encore aujourd'hui un appareil de cette nature, une sorte de disque avec des gens dessus, capables d'évoluer comme ça en lévitation à toute vitesse, ça n'existe pas. Voilà. Donc ce sont des cas qui vraiment posent problème. Ils sont intéressants pour ça d'ailleurs. C'est ça qu'en fait, ça touche l'inconscient. C'est-à-dire que soit le témoin, il est, on va dire, il voit un phénomène qui est en phase, en miroir avec son métier, soit c'est un groupe de témoins où, en fait, ça va être en phase avec la mythologie du moment ou même quelque chose qui est tout près d'eux du moment. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Donc, il y a plusieurs effets, en fait. C'est ça. S'il y a plusieurs témoins, c'est transculturel. S'il y a un seul témoin, ça peut être personnalisé. Ce qui peut être beaucoup plus angoissant. Hein. Tu prends le cas du bois des Pranes, par exemple. Là, c'est totalement personnalisé. C'est une évidence. La colle sur loup. Et la colle sur loup, j'étais encore il y a 3 jours avec le témoin, donc, qui est mon ami depuis 45 ans. Enfin, ils étaient 6 quand même. Mais bon, lui, ça fait partie des 2 qui étaient les plus proches. Voilà. Donc, oui, pour moi, c'est un des plus gros cas français quand même. 2h30 d'observation, 6 témoins, des traces de radioactivité, des traces au sol, tout un tas d'effets. Ça fait beaucoup quand même, beaucoup. Et le fait que le dossier de la gendarmerie qui était là à 8h du matin ne soit pas accessible, c'est quand même un signe. Voilà, c'est un signe. Là, on est dans quelque chose. Bon. Et c'est vrai qu'après 1960, on ne voit plus trop, justement, il n'y a plus trop de traces au sol, finalement. Non, et ça aussi, voilà, ça s'amenuise. Et les ufonautres petits, on va dire, parce qu'avant, ils étaient un peu plus grands. Finalement, ils faisaient 1m60, souvent entre 1m60 et 1m70. Enfin, je parle des cas des années 50, pour certains, hein, pas tous. Hein. Et après, ils deviennent beaucoup plus petits. Et aussi, on ne voit plus l'intérieur de l'OVNI. Non. Quand on le voit, c'est sous une forme plus technologisée et d'ailleurs en relation avec nos avancées actuelles d'ailleurs. Tu vois des écrans plein de couleurs, numérisés, des choses comme ça, mais c'est plus rare. Effectivement, c'est plus rare. Et comme la dame qui est en train de faire son linge et qui voit la croisière s'amuse. Ah, oui. C'est un peu après 60. Je l'aime beaucoup. Ouais. Non, c'est 59. La 59, c'est à la limite. Non, ouais. Parce que je l'aime beaucoup, parce qu'on a contre-enquêté dessus à l'époque, on a rencontré la dame et les enfants devenus grands. Donc, et tout le monde se souvenait bien de l'objet étrange, enfin impossible et incroyable hein, d'ailleurs. Parce que quand tu réfléchis à un truc pareil, ça ne peut pas exister. Et pourtant, on est en plein effet vitrine, hein, de toute façon. Complètement, c'est l'effet vitrine. Et il y a cet effet dose aussi, justement, où des fois le témoin est plongé, on le met dans un univers, en fait, on le met dans une bulle. C'est très intéressant. Je pense que ces cas ne se produisent pas au hasard, déjà. Bon, il y a un espace-temps qui est ciblé avec un ou des témoins à l'intérieur. Et des fois, le phénomène, effectivement, déclenche ce nous, on appelle un effet dose, mais qui, en fait, lui permet de surgir de manière impromptue et en toute sécurité, parce qu'il sait que dans cet effet dose, qui ressemble beaucoup à une déformation temporelle, hein, quand même, locale, il ne risque absolument rien. Exactement.
Voilà. Il maîtrise le temps et l'espace complètement, hein, Il maîtrise, c'est plus ouais. que ça encore. À partir du moment où tu maîtrises le temps et l'espace, tu maîtrises un certain nombre de choses qui n'apparaissent pas dans la vie courante, et notamment les états superposés quantiques. C'est-à-dire que le phénomène serait capable de voir les 5 ou 6 situations possibles dans sa production, et il prendrait la meilleure pour lui, celle où le témoin ne risque rien, et lui peut nous filer tranquillement entre les doigts. C'est vrai, Ce qui c'est expliquerait vrai. aussi beaucoup de choses, notamment l'élusivité. Et ce qui est marrant, c'est aussi le rapport avec la science-fiction, en fait, où c'est toujours corrélant, c'est-à-dire ça se suit. Oui, Presque soit la science-fiction copie le phénomène, mais des fois le phénomène copie la science-fiction. oui, oui, C'est ça l'intéressant. il y a un lien entre les deux, surtout dans les années 50 d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un témoin Ouais. célèbre en Italie qui s'est fait auteur de science-fiction après son expérience. Ouais, ouais. Ben, il y a The Case of the Little Green Man en 51. C'est un roman de science-fiction. Vous parlez des petits hommes verts, pour le coup, suite Oui, justement à Hopkinsville en 55. oui, Aussi, oui, oui. très intéressant comme cas aussi, Ah parce oui, qu'il est vraiment oui. à part. Ah, il est très à Il est part, à oui. part, il est vraiment à part ce cas aussi. C'est Il y vrai, a comme plein de. Skinville. Il n'arrive plus de cas comme ça. Enfin, il y a Non? quelques gros cas quand même dans le monde qui passent un peu inaperçus. On le sait peu de temps après, ou beaucoup de temps après. L'intérêt d'Hopkinsville, c'est que le shérif, il a été là assez vite avec ses adjoints et que donc on a parlé du cas. Mais il arrive quand même des cas, il y en a encore un peu, j'en citais en Nouvelle-Zélande, là, dans le livre, où les chasseurs, là, les témoins, ont été complètement secoués. Et ça ressemble un peu quand même, je trouve qu'il y a un climat à peu près parallèle à celui d'Hopkinsville, sauf que Ouais. là, ils n'ont pas été se plaindre et que le cas n'a été connu que 2-3 ans plus tard, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Et surtout que Enfin, la police est venue contrôler et le phénomène est revenu à 3h30 après, quoi. oui, C'est ça oui, qui est oui, jusqu'au ouais, matin, jusqu'au matin oui, quand oui. même. Puis ils leur ont Ah oui, tiré oui, dessus et tout. ah oui, 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 Ils ont oui, tiré partout. Il y oui, a quand oui, même oui, eu des traces de balles euh, et tout. de vraies fusillades, oui. Ah ouais, ouais. Oui. Le, Ah, le cas de Villas-Boas, bien sûr, est un cas d'école, hein, très oui, intéressant aussi, parce oui, que là, on peut dire qu'il y a un échange un échange plus prolongé même avec on pourrait parler de vénusienne maintenant, ou de oui, oui, Dune. oui, oui. Voilà, on est vraiment Ça, c'est dans ce qu'on cette a dit, mais bon, mythologie-là. Oui, oui. oui, oui. Ce qui en ressort un peu dans le côté mythologique, quoi. C'est un Parce des que, premiers cas d'abduction, ouais, ouais. euh, bien avant les épouilles. Et les premiers cas sont intéressants pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de missing time à l'époque. Le témoin Oui, se souvient toujours de ce qui s'est passé. c'est vrai. Ouais. Voilà. Les missing time vont commencer à apparaître principalement après, à partir du cas des épouilles, mais Oui, surtout dans les 61, années ouais. 80. Mais surtout dans les années 80. Là, ça va être au point que ce soit devenu un scénario classique, hein. Le témoin voit quelque chose et il se retrouve une heure après au volant de sa voiture sur le côté, mais il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Donc voilà, ça c'est le cas classique de missing time aujourd'hui depuis 80, 85. Voilà. Est-ce qu'on a retrouvé actuellement des cas de scaphandrier avec des gros boulons, les visions de l'appareil, etc., ou il n'y en a plus du tout actuellement, comme cas? Il y en a, mais très peu. Très peu, ouais, très peu. Très peu, ouais. Tu as quelques cas encore, mais c'est vrai que, enfin, il faut bien voir, ces cas sont directement en relation avec notre niveau culturel, Oui. techno-culturel, je dirais. Mhm. Mhm. Donc, effectivement, les scaphandriers, c'est plus trop à la mode. Ah si, ils vont mettre des masques maintenant, peut-être. Oui, oui, oui. Mais Ils vont peut-être ça, ils le font mettre depuis des. longtemps, hein, le coup des masques. Oui. Il y a plein de cas, notamment aux États-Unis, avec le gars qui Ouais. a un masque comme ça Ouais. devant, qui Mhm. ressemble au masque qu'on met aujourd'hui. Ah Voilà. ouais. C'est très drôle. Ouais.
Ouais, très Alors, intéressant. Oui, je vous interromps un petit peu. Alors, oui, oui. là, c'est exceptionnel parce que je ne sais pas qui vole la vedette l'un ou de l'autre. Là, c'est exceptionnel d'avoir Eric ce soir avec toi, Ah, Mike. Et je suis honoré, honoré. Ouais. ouais, ouais, nous, on est tous contents là. C'est dommage qu'on ne Ouais. voit pas Eric. Bon, il manque juste ça, mais bon, c'est pas grave. Mais on t'entend, c'est super. Il a le Alors, scaphandre, c'est pour ça. Ouais, ouais, ouais. alors, on voit bien, Mike, que tu es. C'est hallucinant les connaissances là, que tu as par rapport à toutes ces histoires et tous ces détails et les dates. Ouais. On voit que tu as bien étudié voilà, toutes ces histoires. Et donc, là, vous imaginez, j'ai plein de questions qui, qui Oui, sont arrivées. Et on va commencer. Alors, je ne sais pas s'il y a certaines questions sans trop étaler, parce que c'est vrai que c'est des questions, hein, on pourrait en parler 3 heures, et Eric, il va comprendre pourquoi. Mais voilà, déjà, j'ai une question, que ce soit toi, Mike ou Eric. mhm. Si vous-même, et ça vous imaginez bien, je pense qu'on vous l'a posé plein de fois, si vous avez eu des contacts OVNI ou RR3 hein, vous-même, alors je ne sais pas si ça vous est arrivé ou si vous pouvez l'expliquer, ça, par rapport à. C'était une question de Charlotte, je crois. Oui, Charlotte. Eric, tu as vu Oui, quelque ben, moi, chose, toi? bon, ça fait 50 ans que je suis sur le terrain, j'ai fait pas mal d'enquêtes. J'ai eu la chance d'enquêter une dizaine de cas liés à des RR3, mais ça ne veut pas dire que moi j'ai été témoin. Hein. Attention, j'ai été témoin une fois, mais pas d'une RR3. Bon, Ah, donc j'ai approché de près ces gens-là, c'est vrai. J'estime avoir eu de la chance. 10 cas, c'est beaucoup parce que vraiment, ce ne sont pas des cas qu'on rencontre à tous les coins du bois. Hein, ça. Voilà. Donc, je me suis petit à petit intéressé de plus en plus à ces cas parce que je trouvais qu'ils étaient porteurs d'informations. Voilà. Or, l'ufologie, c'est avant tout de l'information. C'est du témoignage qui remonte du terrain et qui nous parvient. Et il faut savoir qu'aussi, à peu près un cas sur 10 nous parvient. Dans les 9 autres, le témoin garde le silence. Donc voilà, il faut connaître un peu ces données. Et puis, voilà. Pour moi, mais j'ai jamais vu d'humanoïde ou D'accord, mhm. fait une observation de R3. Hein, donc jamais. d'accord, hein. Ou d'OVNI, tout simplement, Une fois, d'accord. en 75, en avril 75. C'était déjà suffisamment impressionnant comme ça. Dans la Mmh. région où tu étais, Oui, vers Nice, là-bas. Ouais, c'est oui, ça. dans les Alpes-Maritimes, oui. D'accord. Absolument. D'accord. Moi, je n'ai pas vu de scaphandrier encore, ni de grand blond. Mais non, j'ai vu une sorte de lumière assez étrange du côté de Rennes-le-Château qui s'éteignait, se rallumait très vite, qui allait d'un point à un autre dans la montagne, quoi. Mais je n'ai pas vu d'autre chose pour l'instant, en tout cas. Voilà. D'accord. Bon. Mais on est toujours à la recherche, de toute façon, de voir un petit peu. Je sais qu'au Col de Vence, il y a des choses qui se passent aussi, du côté justement de Nice, là-bas. Il y a des témoignages. Tu en penses quoi, Eric, par rapport au Col de Vence, qui se passe un peu là-bas? Oh, je le fréquente depuis longtemps, je l'ai pas mal Ouais. fréquenté. Alors, j'ai jamais fait vraiment d'observation d'OVNI au col de Vence. Hein. En revanche, j'ai vu des phénomènes PSI, hein, évidemment. Mmh. Phénomènes paranormaux, j'en ai vu quelques-uns, oui. Ça, je Et peux pas dire. J'ai ce été témoin. phénomène remonte à longtemps dans les années ou c'est Ah, récent ben, quand même? on commence à en parler dans des coupures de presse au début des années 70. D'accord. Mais ceux qui ont un petit peu enquêté là-dessus se sont aperçus que jadis, au XVIIe, XVIIIe siècle, C'est le carrefour le, du diable un peu. Ouais. voilà, on Ouais. appelait ça le plateau du diable. C'est ça, Donc, c'est ça. il y avait probablement, bon, on n'a pas de traces écrites, mais il y avait probablement déjà certains phénomènes. Ouais. Ça appartient à la notion de territorialité, hein, Ch- ça. Charles Fort a parlé beaucoup des pluies de l'époque de Bonnet, de choses très étranges. Oui, 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 À oui, oui. Col-de-Vence, il y a des pluies de pierre. C'est Et ça. ouais, Oui, ouais, c'est ça. j'ai Très, regardé, très, c'est vrai que c'est le assez livre, impressionnant. ouais, le livre des damnés de Charles Fort, c'est Oui, très, oui. très, très intéressant. Mm, Déjà, dans l'ancien temps, on voyait des choses quand même très, très, très étranges. L'apparition du humanoïde, c'est ce qui est très intéressant, c'est que justement, tu faisais une catégorie, justement, vraiment en pourcentage, les statistiques sur les témoins, le nombre d'observations, les lieux, l'heure et tout. Le phénomène diurne. Ça, c'était intéressant aussi, parce que le phénomène était des fois diurne dans les années 50 et après, il devient surtout nocturne. oui, Ça, c'est intéressant. comme je dis souvent, l'OVNI aujourd'hui est de la nuit. Ouais, c'est ça.
c'est ça. Parce que bon, tout le monde, dans le monde entier, tout le monde a fait le même constat. Hein. Au début des années 60, on bascule. Jusque-là, le phénomène était déjà plutôt nocturne, mais il y avait quand même un relatif équilibre avec le diurne. Et au début des années 60, progressivement, il bascule dans le diurne. Énormément de cas, notamment de cas d'observation rapprochée, hein, de type 1, 2, 3, sont faits de nuit la plupart du temps. Les cas comme Beau Soleil, c'est très rare, mais Beau Soleil, c'est 51. Ouais, c'est ça. Probablement juillet 51, je pense. Voilà. Donc, c'est une tendance que tout le monde sur la planète a constatée. Alors, pourquoi ça peut tenir à nos évolutions technologiques. Comment dire, les routes sont de mieux en mieux éclairées, le territoire est de mieux en mieux quadrillé. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Voilà. Et tu observes le même phénomène dans la guerre, par exemple. Moi, j'ai pas travaillé là-dessus. La partie qui est en train de perdre la guerre, de perdre la partie, lui aussi devient de la nuit. C'est-à-dire qu'il ne peut plus intervenir que de nuit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est évident. Voilà. Dans le Pacifique, les Japonais, à partir de 1943, ne sortent plus que la nuit. Parce que s'il fait que 2 jours, les Américains ont le radar et ils ont la supériorité numérique et ils vont se faire allumer. Donc, ils tentent leur chose la nuit. Et peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, finalement. D'ailleurs, à l'époque, pendant la guerre, les Allemands tout un bataillon d'Allemands avait tiré sur un disque argenté à un moment. Oui, c'est arrivé plus d'une fois, cette histoire-là. Hein. Oui. Il y a notamment un cas qui m'a beaucoup impressionné, qui s'est déroulé en Pologne lors de l'affaire du ghetto de Varsovie. Et apparemment, il y a une énorme boule blanche et, avec des couleurs, avec des bandes. Hein. C'était vraiment un objet matériel, quoi, apparemment, hein, qui est venu alors que tout le monde se tapait dessus et tout le monde s'est mis à tirer sur la boule, qui était grosse. Hein. Et des partisans qui étaient un peu plus loin ont vu les balles passer à travers la boule. C'est intéressant, ça. Ouais, c'est vrai. C'est Pizzi Lebas qui raconte ça dans son dernier livre. Un témoignage qu'il a recueilli et que je trouve très intéressant. Très intéressant. Est-ce que tu avais étudié ce cas de l'Ardèche en 1930 ? J'ai même... C'était le 15 avril. Justement, oui, cette fusée de 12 mètres. Là. C'est ça, 10-12 mètres. Et vraiment, on est au tout début, quoi. C'est vraiment le tout début de l'ufologie française. De diamètre, oui. Et alors, il y a eu une trace. C'est-à-dire que l'herbe est restée couchée pendant 24 heures. Et le jeune là, qui est revenu, son père, c'était vraiment une ferme. Hein. Il l'a engueulé parce qu'il avait passé trop de temps. Ah oui, il y avait une claque. Il y avait une claque. Oui. Mais en fait, à midi, il y a quelqu'un qui est arrivé venant de la rivière. Il y a une rivière derrière. Il est arrivé venant de la rivière derrière. Il habite, et j'y suis allé dans cette habitation qui est abandonnée aujourd'hui. Et il a dit, mais qu'est-ce que vous avez foutu ce matin ? Qu'est-ce que c'était que cette lumière effrayante qu'il y avait à travers les arbres, à 180 mètres à peu près, il l'a vu. Donc, il y a un deuxième témoin, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et ce cas aussi du... Non, vas-y. Dans les années 30, on commence à parler de fusées. Oui. J'ai fait un travail là-dessus et on commence beaucoup à parler de fusées et même bien avant. J'ai découvert, par exemple, que la Poste entre l'Allemagne et l'Autriche, dans les années 20, avait fait une expérience. Ils envoyaient une fusée carrément par-dessus les Alpes avec tout le courrier dedans. Et les gars, ça atterrissait, je ne sais plus trop comment, sans trop se casser la figure. Les gars récupéraient le courrier de l'autre côté et le courrier était là presque en instantané. Et ça date des années 20. Ouais. donc, l'histoire des fusées était déjà dans l'air. C'est ça. Ouais. Il y a ce cas rare aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, du 20 mai 1950, près de la Loire, là, où c'est une femme qui est attrapée par des mains géantes, là. Ah oui. C'est très particulier. C'est très curieux comme cas. Ça fait partie des... Il y a toujours des cas très curieux que l'on ne sait pas classer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on peut les mettre, ces cas-là. Est-ce que c'est une RR3 ? Est-ce que c'est une RR3 ? C'est difficile à dire. Hein. Il y a un cas au Canada un peu comme ça, qui ressemble beaucoup. Mais là, elle a vu que c'était des nains avec une force terrible et qui avait tenté c'était une femme. Hein. Ils l'avaient attaquée par derrière et ils ont tenté de la traîner. Donc, ça ressemble un peu à ce cas. Ah ouais, elle a été traînée plusieurs mètres. Elle a souffert quand même. Cas très bizarre. Alors, désolé de vous interrompre comme ça, j'ai pas mal de
questions qui sont arrivées là. Donc je vais essayer de les prendre une par une. Et si je passe à travers une, question quelconque, n'hésitez pas à leur reposer et on la posera, peut-être à Mike ou à Eric. Donc déjà pour commencer, c'était alors hop, je reviens. Voilà, c'était une question de Daniel qui disait, «Mike a évoqué le cas du carrousel de Washington, peut-il donner son avis sur la cause et l'origine du carrousel?» Donc c'était, la première question que je voulais poser, donc à Pour moi, Mike. c'est une vague qui a eu toute la région, en fait, hein. Donc, après, quoi dire de plus? C'est une vague, un peu comme il y a eu en 1989 en Belgique, donc après, il n'y a pas eu vraiment il n'y a pas eu de traces au sol, tout ça. Il n'y a pas eu de témoignages vraiment. Enfin, je pense pas qu'il y ait eu des témoignages plus importants. Mais oui, c'est intéressant, ouais, plutôt dans les années 50. Alors, je sais pas si Eric a quelque chose à dire sur le carrousel. Oui, ben, on est en pleine phase d'accroche. Ouais. En gros, la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 50, on peut qualifier ça de phase d'accroche. Donc, tu en as deux. Là, tu as le fameux cas de, c'était San Francisco ou Los Angeles? Non, c'était Los Angeles, au début de la guerre, là, en 42, donc, hein, où on a tiré 4000 obus sur les objets en question et on ne sait toujours pas ce que c'est. Et il y a même une photo. Ensuite, tu as eu le carrousel de Washington. Ensuite, tu as l'affaire de Phoenix, qui est plus récente, en Arizona. Et la quatrième, c'est Colares, qui a duré 1 an quand même. Voilà, c'est les 4 grosses vagues que j'ai en mémoire, où le phénomène a quand même amplifié sa présence et son action. Parce que d'habitude, vu qu'il est extrêmement élusif, il opère beaucoup dans une sorte de toile de fond qui est là permanente, un peu comme un ronronnement, et les cas nous reviennent souvent longtemps après, des fois des décennies après. Mais là, sur les 4 vagues, évidemment, même les autorités ont eu le plus grand mal à les expliquer. Évidemment. Alors, on a parlé, oui, des reflets de cristaux pour les radars, on a parlé de tout un tas de choses, mais en fait, on n'a jamais rien expliqué réellement. Et donc, oui, pour moi, c'est vraiment la phase de renforcement. Il faut voir ce phénomène, étant élusif de nature, doit quand même tenir un équilibre assez subtil, parce que si il était complètement élusif, on ne serait pas là ce soir, on n'en parlerait pas. Oui. Hein, et s'il était trop présent, trop intrusif, là, on ne serait pas là non plus, parce que les systèmes auraient récupéré le truc depuis longtemps. Donc, en fait, il évolue dans une espèce de modèle en balance entre l'élusivité et l'intrusivité. Et je crois que les vagues, ça fait partie de l'intrusivité nécessaire de temps en temps. Voilà. Il préfère donner des petits gâteaux, comme John Sibonton, plutôt que de se mettre sur la place du Capitole. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais on ne serait pas là si c'était sur la plage du Capitole. Oui, c'est ça. Alors, j'ai coutume de dire que le taux d'élusivité doit atteindre 99,6 ou 7%. Si jamais il venait à descendre en dessous de 99,5, là, il faudrait vraiment ouvrir l'œil, parce que ça veut dire que quelque chose aurait changé dans le comportement de ce phénomène. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant, malgré les fameuses vidéos du Nimitz. Ça aussi, ça fait partie de… Ouais, voilà. Le premier cas des années 50, finalement, c'est peut-être Fourchambault, le cas de Fourchambault, le 20 mai 1950. Oui. Madame, donc, là, on pourrait, c'est vraiment la phase du début, quoi. Oui, 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 oui. Ouais. Oui, oui. Enfin, il y a le cas de Lombès qui est intéressant aussi. En fait, il y a des choses qui prennent forme pendant la guerre, dans les années 43, 42, surtout 43, 44, ça commence, et puis ça monte lentement en puissance, avec de gros cas qui surviennent dès la fin de la guerre. Et puis, ça va aboutir évidemment à la vague de 54, qui est la plus puissante qui ait jamais eu. Hein, voilà. Une vague tellement puissante qu'elle a débordé géographiquement. En Italie, ouais. 20 cas en Italie, il y a des cas en Afrique du Nord, et il y a même des cas qui ont continué en France jusqu'à l'année 55. Voilà, dans le cas dont j'ai eu à traiter récemment, là, pour lequel j'ai fait un dessin. La dame qui a fait l'observation à minuit n'en avait jamais parlé,
Oui, 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 pas, oui, oui. pas même à son mari. Mhm. Il a fallu Ouais. attendre sa vieillesse, elle a fait venir ses petits-enfants pour Ouais. leur parler de ce cas. Mhm. Comme quoi, ça peut ressurgir. Là, on est, oui, plus de 50 ans après quand même. Oui. Ouais. Ça m'intéresse. Après, il y a Tananarive aussi, en 54, qui a un gros cas quand même aussi. Oui, oui. Là, il y a quand même Avec aussi. une panne, non? Il y a une Voilà. panne Ouais. d'électricité, si je me souviens bien. Oui. Ouais. Alors ça, c'est le coup de la panne aussi. Très intéressant. Ah, j'adore Ils le ont l'air coup de très la affairés, ils ont l'air très affairés, ils ont l'air toujours oui. très bien occupés. Le témoin il n'existe pas, il n'est pas là, on le voit pas. Et Non, après, on non. le voit, on s'échappe, l'OVNI Ouais. s'en va aussitôt. C'est vraiment le scénario. Ah, le coup de la panne, c'est génial. Et il apparaît très tôt, hein, le coup de la panne. Ouais, ouais, C'est absolument génial, le coup de la panne. ouais. Il y en a moins aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Il y en a moins, ouais. Mm. C'est vrai. Ce sont des Alors, prétextes, ce sont des séquences, en fait. Hein. Il est intéressant comment dire, de typologiser les séquences. Voilà. C'est ça. avez-vous relevé des artefacts, alors je ne sais plus si c'est pour Mike ou pour Eric, avez-vous relevé des artefacts concernant alors, tous ces phénomènes intervenant dans les années 50? Alors, je crois que c'était pour Eric la question, mais là, pareil, c'est vaste parce que, bon, enfin, je te laisse répondre, Eric. Alors, dans les années 50, effectivement, il y a pas mal d'artefacts. On parle d'artefacts, enfin d'artefacts. On parle de certains résidus retrouvés, de choses retrouvées, peut-être plus qu'aujourd'hui. Alors, je ne parle pas de micro-échantillons. Hein. Ça, il y a entre 5 et 10 cas connus, parce que je pense qu'il y en a des non connus, dans le monde, sur lesquels on discute toujours. Je ne parle pas de ça. Dans les années 50, par exemple, le cas de 1946 en Suède, un des personnages jette quelque chose dans la forêt. Le témoin le voit, le lendemain il revient et il récupère ce qui ressemble à une sorte de petit bâtonnet. Bon, il va le faire analyser à ses propres frais. Et comme ça arrive la plupart du temps, le résultat est assez trivial. C'est du silicone, tout simplement. Donc, en fait, c'est non exploitable. Dans le fameux cas d'Abbiate et Guazzone, dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est Bruno Facchini, le témoin. Il a récupéré sous l'objet, vous savez, un des ufonautes était en train de souder apparemment. Enfin, ça ressemblait à ça. Et il y a Ouais. des choses qui tombaient, un peu comme quand vous soudez à l'arc, il y a la lait qui tombe. Donc, il a récupéré ces choses-là. Je les ai vues, ces choses-là. Ça a été analysé par 2 laboratoires italiens. C'était du bronze, de l'airain, résistant à la friction. Mais en plus, ça avait des formes parfaitement géométriques. Hein. Ce n'était pas des résidus comme ça. Voilà. Donc ça existe, mais le résultat est trivial, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'abord c'est connu, et ensuite on ne peut pas en tirer grand-chose. Il y a plusieurs cas comme ça, effectivement, dans les années 50, c'est vrai. Même Marius Deville, dans son histoire qui est longue, hein, parce qu'il travaillait dans des forges, il a produit parfois des matériaux métalliques. et bon, on s'est beaucoup interrogé là-dessus, évidemment. Hein. Il faut faire attention avec tout ça. Hein. Il y a le cas de Joe Simonton avec les gâteaux, qui ont été analysés aussi. Aussi, et c'était trivial aussi. Voilà, Effectivement. Mais t'en as pas. Rosa aurait pu récupérer peut-être, mais bon, oui, quelque chose, une sorte de petite oui, boîte en cuir là. Oui. Mais bon, mais si c'est elle pas avait dit sûr. oui, En général, ils font semblant de donner quelque chose et après ils le reprennent. Hein. Tom Villas-Boas, à chaque fois, il leur dit oui, regardez, mais ne touchez pas trop longtemps, quoi. C'est ça, guardare ma non toccare. Comme dans les cas des Oui. dirigeables, hein, vous pouvez regarder, mais ne touchez pas. Oui, Dans les années 50, pareil, où ils se prennent une décharge électrique. Ils se prennent une châtaigne, oui. Ils se prennent un. Oui. Alors après, il y a les cas avec échantillons. D'ailleurs, il suffit de lire le beau livre qui est très long, hein, il fait 600 pages, de Jérôme Huck, Le laboratoire des magiciens, en hommage à Jacques Bergier. Où il travaille là-dessus, sur les quelques échantillons retrouvés au fil du temps, au fil des décennies. Et il en tire une conclusion qui m'a intéressé, moi, qui est assez originale. En fait, il parle de fusion froide, sans trop le dire. Voilà. Mais c'est fondé sur 3-4 cas, sur 3-4 cas d'échantillons. Donc,
il y en aurait une vingtaine, ce serait mieux, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Ces cas ne sont pas si fréquents, là aussi, que l'on croit. Salut Isabelle, Bonjour Eric, merci pour ton intervention. je te vois. Les illustrations qui sont dans les livres d'Éric Zurcher sont d'Éric Zurcher lui-même, c'est lui qui les fait toutes. N'est-ce pas Eric, tu me corriges? Et l'original est là. Voilà, et c'est vraiment très très bien expliqué. Vous avez tous les détails dans son livre. Et bon, moi, il est plein de post-it parce que j'arrête pas d'y revenir. Et voilà, c'est intéressant d'avoir vraiment les détails, de bien comprendre ce qui s'est passé justement. Puis en plus, bon, c'est vrai, c'est classé par année, c'est très pratique pour retrouver. Et on voit l'évolution dans le temps. Oui, c'est vrai. Ça s'observe, ça. C'est vrai, c'est important de la chronologie. C'est qu'à travers la chronologie, tu vois l'évolution. Les cas d'aujourd'hui ne sont pas les cas des années 50. C'est ça, on voit vraiment une nette évolution du phénomène, comme s'il nous suit un peu dans notre manière de vivre. Oui, c'est pour ça qu'on parle de dimension spéculaire, en miroir. En miroir de quoi? En miroir de nous. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est bien de l'observer. En tout cas, merci à vous trois. Merci.